sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour développer et transformer ton style de leadership et ton management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant d'équipe et d'organisation, entrepreneur, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, même très heureuse, d'être avec Sébastien Semarque. Bonjour Sébastien. Eh ben, bonjour Martine, bonjour à toutes les personnes qui regarderont ou écouteront cet épisode. Moi aussi, je suis vraiment très 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 heureux. Et donc, nous allons aborder un sujet qui peut paraître disruptif, hein. C'est l'ère de la performance est révolue. Vive la robustesse. Tout un sujet en effet. Tout un sujet. Donc, je vais te présenter comme tu as eu envie en fait que je te présente, hein. Donc, Sébastien, tu es d'abord un scientifique. Tu aimes interroger les croyances. Tu n'aimes pas le carcan des certitudes? Ah non, non, non. On va en démonter quelques-uns hein, dans ce podcast. Avec grand plaisir. Hein. Et tu m'as dit aussi, moi j'ai été amenée à me déconstruire pour me reconstruire, hein, ce qui m'amène à ce qui t'apporte une perspective différente. Hein. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast, justement. Hein. On va essayer d'avoir une perspective différente hein, et amener une vision du monde aussi différente. Effectivement, l'important pour moi, c'est de toujours se poser des questions, de penser que ce qui est comme une évidence, en fait, n'est pas vraiment une évidence, mais il faut comprendre pourquoi c'est une évidence. Et souvent, on voit il y a beaucoup de croyances autour de tout ça. Je pense aussi que globalement, le monde monoïdé est un monde qui est très très dangereux. Il faut accepter les idées de tout le monde. Alors pendant très longtemps, j'ai eu ce manque d'humilité de penser que j'avais raison, mais dans la vraie vie, il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs, et ça c'est quelque chose qui me porte avant tout en tout cas. Super. Et à côté de ça, quand même, tu es CEO d'une société qui s'appelle Socube. Tu peux peut-être nous en dire deux mots. Alors, très très rapidement, Socube est une société basée à Genève en Suisse qui est spécialisée dans le monde du DevSecOps, en IT. Donc, c'est pas un gros mot, hein, mais le monde du DevSecOps vise à supprimer globalement le carcan de tout ce qui est processus et vraiment faire en sorte que le lien entre le monde des développeurs et le monde des ops, des gens qui font la production des systèmes informatiques, fonctionne bien entre elles en ramenant de l'interaction et du lien entre ces mondes. Et donc, déjà, pour planter le décor, hein, pour planter le sujet, hein, la question a été, et si on arrêtait de courir après la performance, hein? Tout ce qu'on peut voir. Alors, moi, je vais vous donner ma vue en tant que coach et Sébastien va vous donner sa vue, sa vue en tant qu'entrepreneur. Hein. Et ben, tout ce qu'on voit, c'est un épuisement des systèmes, hein, un épuisement des personnes avec un taux de burn-out notamment qui est extrêmement élevé, un épuisement des équipes hein, qui ont du mal même à trouver l'énergie de travailler ensemble, et l'épuisement des systèmes, des organisations, des entreprises, hein, comme si on arrivait à la fin d'une ère, en tout cas celle de l'optimisation de la performance des KPI, mais là-dessus, on reviendra là-dessus ensuite. Exactement, hein, ce qu'on peut voir, c'est vraiment que on était dans une ère de la performance. On voit que même ces vacances doivent être C'est optimisées. On vrai. voit que allez, le matin, il faut optimiser son temps pour amener les enfants à l'école, et puis pour arriver à l'heure au boulot, et puis après au boulot, il faut optimiser, et puis à midi, il faut optimiser son temps. Et puis quand on fait des loisirs, il faut optimiser ses loisirs parce qu'il faut être le ou la meilleure. On passe sa vie à s'optimiser, mais on passe sa vie à oublier sa vie aussi. C'est ça. Bah, rien que quand tu parles, tu vois, je suis là, je suis à bout de souffle. Je suis en apnée, mais finalement, c'est vraiment nos vies aujourd'hui, en fait. Hein.
Exactement, exactement. On court vers plus de quelque chose, mais finalement, ce quelque chose, est-ce que c'est vraiment important? Mais en tout cas, on court, parce que ça, c'est cool de courir et que ça nous donne bonne conscience. Mais ben voilà, tu as parlé de l'épuisement. Alors, on va parler aujourd'hui du management, mais l'épuisement, il est quand même assez global, et il est sociétal, même si aujourd'hui, on va pas aborder ce point-là. Mais cette optimisation, elle est en train de tuer un peu tout, y compris notre planète. Et il faut bien voir que c'est un système, on est dedans, on s'aperçoit même plus qu'on est dedans, et c'est bien ça le problème. Exactement, exactement. D'ailleurs, on court après quoi Olivier Hamon, hein, donc, qui a développé ce système, ce concept de robustesse, nous dit de toute façon, en fait, on a tous la même faim et la faim, on la connaît. Donc, on peut se demander effectivement après quoi on court au final, hein, vers quoi est-ce qu'on veut courir plus vite? Hein, pourquoi? Hein, mais ça, c'est une question philosophique. On la laissera peut-être pour un autre podcast en tout cas. Avec grand plaisir, sinon on va rester à peu près 5 heures dans C'est cet ça. épisode. Exactement, exactement. Et bien justement, on parle d'Olivier Hamon. Donc, au fait, Olivier Hamon, c'est intéressant parce que c'est pas, comment dire, c'est un scientifique, hein, c'est un biologiste lyonnais, donc de chez nous, enfin de chez moi en tout cas. Il nous parle de robustesse, hein, et comment est-ce qu'il définit la robustesse, Olivier Hamon? Alors je lis, hein, quand même parce que je connais quand même pas la définition tout à fait par cœur. C'est la capacité d'un système à maintenir sa stabilité malgré les fluctuations, donc ça c'est à court terme, hein, et maintenir sa viabilité malgré les fluctuations. Donc ça c'est sa définition. Hein. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité du système à résister au choc, à s'adapter, à continuer à avancer malgré les turbulences. Exactement. Alors, pendant une époque, on parlait d'antifragilité, qui est un Tout à concept qui fait. est assez proche, mais qui est un tout petit peu différent. Et donc, vraiment, bah, cette capacité, quand il y a un événement qui est inattendu, à continuer à avoir un système continue de vivre, qui continue de se régénérer, qui continue à avancer et qui continue à être stable. Je Exactement. prends juste un exemple, comme ça peut-être les personnes peuvent peut-être se projeter. Typiquement, on a la capacité à ne pas manger, alors je ne sais plus Mm. combien, je crois que 15 c'est jours. une grosse dizaine de jours. Ben, globalement, quand on n'a pas de nourriture, et ben, notre corps se débrouille pour survivre malgré ce manque de nourriture. Ça, c'est de la robustesse. C'est exactement ça qui est la robustesse, en tout cas. Oui, en fait, Olivier Hamon nous rappelle que dans la nature, en fait, on n'est pas performant, on est robuste. Et on peut pas être performant. C'est pas qu'on peut pas être performant, c'est qu'on peut pas être performant longtemps. Hein, il nous explique par exemple que notre corps, en fait, est ultra performant quand on est à 40 degrés, quand on a de la fièvre. Mais on peut pas rester longtemps à 40 degrés. D'accord? Donc on peut être performant, mais pas sur la durée. Hein. De façon globale, on est conçu pour être robuste, nous, êtres humains. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de la marge de manœuvre, cette marge de manœuvre dont tu parlais. Hein. Donc, il nous rappelle que dans la nature, elle n'est pas performante. Hein. Il y a des redondances. Il y a des incohérences, il y a de la lenteur, il y a de l'inefficacité, il y a de l'hétérogénéité, il y a de l'incertitude, il y a l'inachèvement. Il y a tout ça dans la nature. Et c'est comme ça qu'en fait, la nature est robuste. Exactement, exactement. Notre corps a son optimal de fonctionnement à 40 degrés Ouais, c'est et ça. pourtant on est à 37. Alors pourquoi dans nos sociétés on veut être à 40 degrés? Pourquoi est-ce qu'on conçoit nos entreprises? Pourquoi est-ce qu'on conçoit nos équipes Voilà. pour être à 40 degrés? Sachant que 3 jours à 40 degrés et c'est létal. Ouais. Voilà, on est en train de tuer nos équipes, on est en train de tuer nos sociétés, c'est un plaisir de bien l'expliquer, mais la nature nous montre la voie en tout cas. C'est clair, c'est clair. Et donc, en fait, il reprend, enfin, Olivier Hamon dit, bah, de toute façon, les ultra-performants vont se casser la figure. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Il n'y a plus de souffle. Et s'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Hein, c'est comme tu dis, leur corps est toujours à 40 degrés. Hein, il donne par exemple l'exemple de Boeing. Hein, à force d'avoir optimisé dans tous les sens, ben, il y a plein de choses il y a plein de vulnérabilités, hein, notamment en termes de sécurité.
Et c'est pour ça qu'il dit que demain, enfin aujourd'hui même, hein, les ultra-performants vont se casser la figure et ceux qui survivront, ce seront les robustes. Exactement, exactement. Euh, je pense que tous les gens qui nous écoutent doivent juste se poser 2 minutes et bien essayer de voir où ils en sont dans l'échelle entre 37 et 40 dans C'est ça. leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Bah, si on est un peu de bonne foi, on verra qu'on est quand même beaucoup plus proche des 40, voire des 41 que des 37. Et donc, on court à notre perte, en fait. C'est clair, net et précis. Mais on le fait avec le sourire et on le fait volontairement. Et ça c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à comprendre d'un homme d'idées qui, soi-disant, a son intelligence pour faire la différence. L'expérience montre qu'on est tous un peu des moutons, gavés par le culte de la performance et qu'on a du mal à s'en sortir en tout cas. Oui, alors on peut peut-être revenir juste un peu sur justement la fin de l'ère de la performance et en quoi la performance en fait, enfin, on vient de le dire avec l'exemple en fait du corps à 40 degrés qui peut pas survivre très très longtemps, d'accord? Mais en quoi elle est tellement inadaptée dans notre monde d'aujourd'hui et en quoi elle était adaptée avant, hein? Et là on voit bien que quand dans un monde en fait où il y avait une illusion de l'abondance, hein, l'infinitude des ressources en tout cas, euh, en fait, la performance avait sa raison d'être, en tout cas. Hein, c'est-à-dire qu'on se disait que, ben, c'est ce que Olivier Hamon dit, hein, on avait l'illusion de se dire que ben, si on augmentait les performances, ben, on allait aller bien, on allait aller mieux. Hein. Mais aujourd'hui, on sait bien que les ressources, elles sont limitées. Hein, ça, c'est un des premiers points. Exactement. Le point aussi, c'est que on est rentré dans une ère d'incertitude. Mhm. On voit que cette incertitude, elle augmente au niveau, encore une fois, de l'environnement, mais elle augmente également au niveau du monde du travail. Je pense que posez-vous la question, quand vous démarrez le matin votre journée, vous pensez que vous allez faire quelque chose, quand vous la terminez le soir, vous avez fait tout sauf le quelque chose que vous avez pensé, tout ça parce que il y a eu plein de moments disruptifs, plein de moments qui n'ont pas été anticipés dans la journée, dans lequel vous avez dû répondre. Alors si évidemment vous avez optimisé votre agenda en foutant des réunions même sans arrêt entre les deux, et puis que vos réunions, elles dépassent un petit peu, que vous aviez prévu de rendre un truc absolument ce jour-là, et que vous êtes pas laissé un petit peu de temps en plus pour finir et bien comme il faut, ben évidemment, tous ces événements-là, elles vont vous sauter à la figure. Et vous n'allez pas pouvoir les gérer, en fait. Mhm. Donc, dans un monde qui est un monde de laboratoire, alors moi je suis scientifique à l'origine et moi j'aime bien le monde de laboratoire où tout est contrôlé, où je peux faire tout ce que je veux. Bah, optimiser c'est cool parce que on sait exactement ce qui va se passer, à quelle seconde, etc. Mais ce monde, notre monde, n'est pas un monde de laboratoire. Notre monde est un monde de l'incertitude et plus le temps avance, plus l'incertitude, pardon, avance également. Optimiser, c'est vraiment fragiliser. C'est fragiliser nos entreprises et fragiliser nos équipes. Une même image que je peux donner, c'est, imagine, tu cours, tu sprintes pour le départ d'un marathon. Déjà au premier kilomètre, je pense que tu es déjà assez fatigué. Et puis au kilomètre 1,5, tu as une espèce de branche qui apparaît sur la route sans que tu l'aies anticipé parce qu'on t'avait dit que ça serait du béton qui serait bien comme il faut. Tu es à 100%, tu vas te prendre la branche, tu vas tomber et ça va pas marcher. Mais aussi peut-être, parce que c'est un peu le piège, à contrario, si tu marches très très doucement, tu vas arriver au premier kilomètre, tu vas arriver au deuxième kilomètre, tu vas voir la branche, tu vas l'éviter, etc. Mais tu vas arriver hors délai et dans ce monde qui est quand même
un monde où on a des caractéristiques de gain d'argent, de gain de clients, etc. Tout ça, c'est pas possible non plus. Donc, il faut trouver juste le bon équilibre entre la robustesse et la performance. Et quand on dit que le monde de la performance n'existe plus, c'est vrai, mais c'est simplement de dire que la performance ne doit pas être le premier des Oui. facteurs, mais la robustesse doit être le premier des facteurs. Et évidemment, il doit y avoir des moments de performance parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner non plus. Tout à fait. Ben justement, on va parler, puisqu'on a parlé performance, on a parlé optimisation, on va parler de KPI, justement, avec je sais que tu aimes bien aussi cette loi de Goodhart, hein, qui dit qu'il est enfin, qui va nous montrer qu'il est contre-productif de mettre la performance comme objectif. Hein, parce qu'en fait, quand on se met en fait un objet comme objectif, c'est le meilleur moyen de ne pas l'atteindre. Hein, donc, c'est-à-dire que si on va se focaliser sur la performance comme objectif, ce qu'on ne va pas atteindre, justement, c'est de la performance. Hein, et par exemple, on peut prendre, je sais que c'est quelque chose de commun entre toi et moi, on court. On est des coureurs, ben justement, si un sportif a envie enfin, se met vraiment comme objectif de absolument envers et contre tout de faire un podium, à un moment, il va pouvoir avoir tendance à détruire son corps. Hein, parce qu'il va le pousser au maximum, parce qu'il va prendre des substances qui vont augmenter sa performance. Mais sa performance, il va pouvoir l'augmenter sur une certaine période donnée. S'il continue à forcer trop, ben forcément, il va détruire son corps. Et c'est la même chose, en fait, sur les KPI. Hein, si on se met comme unique objectif, et je sais qu'il y a pas mal de clients qui sont comme ça, hein, qui regardent que les KPI financiers, on brûle la boîte. Hein, si on est focalisé que sur ce KPI-là. Voilà, alors je sais que dans ton podcast, on donne beaucoup de tips, donc moi je vais vous donner deux très très bons conseils. Si vous Ça- voulez tuer votre entreprise, vous instaurez des KPI dans votre entreprise, et si vous voulez tuer vos équipes, bah, vous leur donnez des objectifs SMART, parce que c'est des KPI mesurables, ça c'est cool. Et ça, c'est les deux meilleurs moyens de tuer soit vos entreprises, soit vos équipes en tout cas. Ouais, ouais, puis en plus, en plus, c'est contre-productif. Mais évidemment, hein, donc bon, je vais reprendre un peu mon sérieux, mais l'important, c'est bien de se dire que bah, lorsque on se fixe des objectifs, déjà, la première des choses, c'est que on focalise sur cet objectif, on a une seule Mm, focale, et tout ce qui arrive à côté, on n'arrive pas du tout à le voir, en c'est fait. Donc, ça, Olivier Hamon parle d'un proverbe qui dit que lorsqu'on a atteint un objectif, on a loupé tous les autres. c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous pensez qu'entre le moment où vous avez fixé votre objectif et le moment où vous allez réaliser votre objectif, il ne s'est rien passé dans le monde, il ne s'est rien passé dans votre univers, c'est une fausse croyance. Donc, faut absolument changer ça. Donc, premièrement, se fixer un objectif, c'est oublier tous les autres. Mais c'est surtout que la fameuse loi de Goodhart, alors là, on retombe dans mes mathématiques qui est mon Ouais. domaine de base, c'est qu'effectivement, lorsque tu définis un objectif, en fait, un KPI, tu viens changer par lui-même le KPI. Alors, il y a la fameuse loi des cobras, hein, qui est extrêmement Ouais. connue, qui était qu'en Inde, ben, il y avait trop de cobras qui proliféraient, donc le gouvernement a décidé de donner une prime à chaque fois qu'un Indien ramenait un cobra. Résultat des courses, les Indiens se sont mis ou les Hindous, bon, voilà, ils se Les sont mis Indiens, les hindous, à c'est la religion. cultiver des cobras pour pouvoir avoir la prime. Résultat des courses, au bout de 6 mois d'expérience, il y avait plus de cobras qu'au début, en fait. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on met nos KPI financiers. Moi, je suis directeur financier de ma société, donc j'aime bien les chiffres, etc. Ouais. Mais néanmoins, lorsque on regarde uniquement à travers ce prisme du KPI, bah, quelque part, on va vouloir atteindre ce KPI financier, on va, je ne sais pas moi, faire un deal parce qu'on a décidé qu'on aurait tant de chiffre d'affaires sur le business.
le 31 du mois avec un discount qui va faire en sorte que tu vas vendre à perte, mais c'est cool, tu auras atteint ton objectif et tes KPI, et tu seras super content, et tu auras une prime, et tu auras une voiture, et tu seras le roi ou la reine du monde. Sauf que c'est tout sauf ce qu'il fallait faire en fait. C'est des exemples comme ça, on peut en fournir à l'appel. Et malheureusement, on se déconnecte du sens lorsqu'on fait ça parce que on veut répondre à des chiffres, on veut répondre à une logique, on veut répondre à quelque chose qui viendrait du divin d'en haut, etc. Mais le monde de l'entreprise, c'est pas du tout ça. Le monde de l'entreprise, il y a une certaine logique entrepreneuriale qu'il faut comprendre. Et puis finalement, les chiffres ils ne peuvent pas résumer la logique entrepreneuriale et la logique managériale. C'est impossible. Oui, tout à fait. Et en plus, j'aime bien en fait son image d'Olivier Amand d'autoroute ou de chemin de traverse. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vise la performance, on vise l'optimisation, on vise l'objectif, le KPI financier, machin, etc. Mais c'est le nombre dans tellement de boîtes que j'accompagne. Eh ben, on se prend une autoroute, d'accord? Autoroute, c'est bien parce que ça permet d'aller rapidement dans un point A à un point B. Mais l'autoroute, c'est pas la vie. La vie, c'est les petits chemins de traverse, c'est la bidouille, c'est les essais, c'est les erreurs, c'est les voies qui s'ouvrent aussi quand on prend le chemin de traverse, c'est les rencontres qu'on fait quand on prend les chemins de traverse. Ça, c'est les voies du vivant, ça, en fait, les chemins de traverse. La voie de l'autoroute, c'est la voie de la rapidité, mais c'est pas forcément la loi du vivant, en fait, hein. Ouais, c'est même l'inverse de la loi du vivant, effectivement. C'est c'est- c'est ce qui tue nos sociétés petit à petit. On Mm. n'est que sur des autoroutes, en fait. Toutes nos vies sont Ouais, c'est sur des ça, autoroutes. c'est ça. Alors, on est en X dimensions et chaque autoroute part différemment, mais on ne fait que ça en fait. On ne fait que ça. On a notre plan bien en tête et on exécute le plan pour aller le plus vite possible à notre arrivée. Mais une fois qu'on est arrivé, so what? Est-ce que déjà, on aura généré en nous quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on aura généré pour notre société quelque chose d'intéressant, pour nos équipes quelque chose d'intéressant? La vraie vie, c'est non. Non, 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 autant que ce soit des robots qui fassent, etc. Et n'en déplaise à un certain nombre de personnes, on veut faire de nous humains des robots, mais on ne l'est pas. On s'asservit à vouloir à le devenir alors qu'on devrait reprendre notre liberté pour bien montrer que la vie, c'est les chemins de traverse, la vie, c'est les rencontres, la vie, c'est les choses qu'on n'avait pas anticipées. Et quelque part, l'économie, le business, l'entrepreneuriat, c'est aussi tout ça. Mm. Globalement, les plus gros deals que moi j'ai faits sont sur des rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Les plus beaux instants de ma vie sont des rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et tant qu'on n'admettra pas ça, je pense que quelque part, on se fourvoiera et on n'ira pas dans le bon sens, en tout cas. Mm. Mm. Ouais, j'allais dire, quand on est sur l'autoroute, on voit pas beaucoup de paysages, hein. On fait pas beaucoup de rencontres, hein. Et ce qui est important, c'est le chemin autant que la destination. Parce que si on arrive plus vite à destination, comme tu dis, so what? C'est pour faire quoi? Pour faire plus de choses encore? C'est prendre d'autres autoroutes qui nous mènera plus loin, mais plus loin où? En tout cas, plus loin de nous, clairement, hein, souvent. Exactement. Et puis, alors là, ça, c'est un autre proverbe. Ouais, ça va être l'émission des proverbes. Oui, Mais, c'est ça. celui qui est assis sera toujours plus proche de sa destination que celui qui part dans le mauvais sens, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Clairement. Clairement. Allez, on arrive à un chapitre que j'aime bien, hein. C'est des points de passage qu'on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on abordera quand on a préparé le podcast, qui sont les idées reçues à déconstruire. Et moi, il y en a un Allons-y. que j'aime bien, c'est l'erreur est un échec. Ça, c'est un de mes chouchous.
hein, et on voit parce que dans la performance, c'est pas d'erreur, hein, c'est zéro erreur, zéro risque, etc. Et or, bah, c'est pas comme ça qu'on apprend. On n'a qu'à regarder l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui apprend à marcher, en fait, il tombe, il se relève, il retombe, il se relève. Hein, c'est en se trompant, en fait, qu'on arrive à apprendre, à grandir. Si, en fait, on se dit que l'erreur est un échec, ça veut dire qu'en fait, on a tellement peur de l'erreur que soit je vois bien mes clients, hein, on planque l'erreur. Hein, il ne faut pas qu'elle se voie. Soit, et on se met une pression d'enfer pour être parfait, pour pas faire d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on ne risque pas, qu'on n'innove pas, d'accord? Et qu'on va pas dans le sens de la vie, hein, qui est d'avancer, d'innover, d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Ouais, ben, je suis très d'accord avec toi, hein. Le problème, c'est que ben, l'erreur peut être vue comme un contretemps quand on veut aller plus vite à un point Ouais, c'est donné. ça. Et en ça, dans ce monde de la performance, l'erreur semble être une mauvaise idée, mais tout au contraire, hein, ce qu'on voit dans le monde de la robustesse, l'important, c'est les interactions. C'est tout ce que tu peux faire, des éléments qui sont non maîtrisés de ta vie. L'erreur, c'est aussi le moyen d'avoir de nombreuses interactions, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être aussi de te donner de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, de discuter avec des gens, de te relever, de comprendre aussi le pourquoi de l'origine Hmm. des choses. Et ça, je pense que c'est comme ça que la vie est faite, en fait. C'est comme ça que la vie est C'est... faite. Et nous, on se pense être beaucoup plus fort que la nature, d'être aïe, les dieux sur terre, que la nature doit nous obéir et que le monde doit nous obéir. Et évidemment, ça marche pas comme ça. Donc, si on croit que on maîtrise tout, évidemment, l'erreur, elle est fatale. Sauf qu'on maîtrise pas tout, donc l'erreur est normale en fait. Oui, bah en fait, l'erreur nous permet de construire notre robustesse, hein, parce que, enfin, du moins, quand on accepte notre erreur, comme faisant partie du processus de croissance, hein, ça va nous apprendre aussi à encaisser, apprendre de nous, innover, hein, ça va nous apprendre aussi à aller explorer notre écosystème. Absolument. Ok. Et on va y revenir un peu plus tard dans les tips, mais euh, le problème de toutes ces idées reçues, et quand tu es manager, c'est quand même quand toutes tes équipes croient en ces idées reçues et que toi, tu les Ouais. déconstruis, il y a une phase qui est relativement compliquée. Et, donc oui, oui, l'erreur est un problème dans ce monde d'efficacité et normal dans ce monde de robustesse. Néanmoins, si tous les autres ont une perspective de performance, là, on a un vrai souci, en Ah fait. ben c'est sûr qu'en fait, il va falloir faire cohabiter les deux mondes avant peut-être d'en lâcher un. Ça, c'est sûr. Tiens, deuxième idée reçue, tu l'as abordé, hein, c'est pour ça que je viens là-dessus, c'est il faut tout contrôler. Hein. Et notamment, un manager ou un top manager doit tout contrôler, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est ça, hein, dans la loi de la performance, hein, tout est sous contrôle. Exactement. Donc ça c'est aussi une belle bêtise. C'est un manque d'humilité, c'est un manque d'humilité fort et c'est vraiment une croyance qu'on a. On vit dans un monde d'incertitude. Il faut s'y faire et on vit dans un monde qui est encore plus incertain demain, enfin qui sera plus incertain demain que ce qu'il l'était hier, et tout ça, ça va s'agrandir. Et il est illusoire de penser qu'on peut tout maîtriser. C'est impossible. Voilà, il y a des millions d'études Ouais. qui montrent ça. Donc, à partir du moment où on ne peut pas tout maîtriser, il faut accepter cette incertitude. Et moi, je vois plein de gens, et notamment des gens qui sont plutôt des scientifiques qui arrivent sur un rôle de manager
et qui pensent que le management est une science. Et comme dans les sciences, il y a des lois, il y a il y a des choses qui sont toujours vraies. Mais ça, c'est du bullshit, ça, c'est des bêtises, ça, c'est des conneries, parce que Euh, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. non, en fait, le management n'est pas une science, c'est un art. Exactement, exactement. Et l'art est basé sur quelque chose qui est incertain et qui peut varier. Oui, maîtriser tout, ça c'est une bêtise. La seule chose qu'on peut faire, c'est comment est-ce que on va gérer les incertitudes, comment est-ce qu'on va anticiper les incertitudes, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre notre corps à 37 degrés alors qu'il peut aller à Hmm. 40, juste parce que peut-être il va y avoir un virus qui va s'appeler Covid et qui va enfermer le monde entier. Voilà, il faut qu'on ait cette sagesse-là, mais avoir la prétention, mais je ne sais pas si quand même les gens qui écoutent comprennent quelle est la prétention de dire qu'on va être plus fort que la nature, on va être plus fort que tout ça. Euh, voilà, pour moi, enfin, c'est tellement un manque d'humilité que de dire ça que des fois ça me met hors de moi en tout cas. Bon, en tout cas, vouloir tout contrôler, ça amène de la rigidité, hein. Et la rigidité, c'est pas du tout robuste. Parce que justement, le truc, c'est d'être assez souple pour pouvoir encaisser ce qu'on va devoir encaisser, hein. C'est clair. Allez, dernière idée reçue que j'aime beaucoup ça aussi. Je l'ai abordé aussi dans mon précédent podcast avec Serge Eskenazi. Quand on a un problème, il faut mettre en place un processus. Et je l'entends tellement ça qu'en fait, alors, quand on a un problème, en fait, il faut remettre quelque chose en place, hein, de l'ordre du processus. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Alors ouais, ça c'est un combat de longue date pour moi. Je hais les processus. J'ai vraiment une phobie du processus, peut-être des fois un peu trop. Euh, Effectivement, moi je viens du monde de l'IT et puis on a eu plein de processus, des normes, CMMI, ISO, bordel, enfin et tout ce qui s'ensuit. Euh, et tout ça, ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a un problème, on vient rigidifier les choses C'est ça. parce que si le problème il survient à nouveau, comme ça, on aura anticipé et il peut plus nous toucher. Sans penser que peut-être que s'il y a un problème qui arrive, il y a peut-être un autre un peu pareil, mais pas tout à fait, qui va arriver. Puis à la fin, dans le monde de l'IT, on en était pour une mise en prod, tu mets 15 jours, 3 semaines, etc. Et on n'a pas encore eu l'occasion, mais typiquement, la société s'occupe, dans laquelle je suis CEO, s'occupe du DevOps, qui est justement cette idée que dire que toutes ces normes, tout ça, on les fout derrière nous, c'est rien du tout. L'important, c'est lorsqu'il y a quelque chose, c'est pas de rajouter, mais c'est de comprendre pourquoi il y a eu ce quelque Exactement, chose, bravo. de remonter à la C'est racine. ça. Voilà, on ne donne pas de l'aspirine à quelqu'un qui a un cancer. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien et c'est ce qu'on fait dans nos quotidiens. Alors, on fait lean, middle, chouette, CMMI, etc. Alors, à la fin, on est cool parce que notre patron, lui, il peut pas nous virer parce que on a suivi la norme. Tu te rends pas compte, Martine, tout va bien. Mais c'est pas comme ça, en fait. Encore une fois, c'est pas logique, c'est pas logique. Quelque part, lorsqu'il y a un système qui a un problème, il faut comprendre d'où vient l'origine du problème et il faut le déconstruire, il faut le changer à sa racine. Si on ne change pas à sa racine, quelque part, ça peut pas marcher. Euh, Hmm. et comment le changer à sa racine? C'est pas de le rigidifier, au contraire, c'est de l'assouplir, c'est de ramener un peu plus d'interaction, de l'amener dans son environnement, dans son contexte. C'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà, typiquement, si vous êtes un jeune qui sort d'école et que dans l'entretien, on vous dit, ouais, mais nous, c'est super parce qu'on est ISO quelque chose, CMMI quelque chose, ou norme, je sais pas quoi, quelque chose, faites très attention et fuyez, je dirais, là-dessus.
Dit étant ça, l'humain n'aime pas le vide. Donc, des fois, il faut faire très attention quand même de ramener quand même un certain nombre de processus et de règles. Mais en tout cas, ne jamais rigidifier quelque chose. Et avant d'ajouter quelque chose à un process en place, imaginez d'abord enlever. Enlever, C'est ça. enlever, enlever. Simplifiez-le. S'il a un problème, c'est qu'il est trop compliqué. C'est En ça tout qu'il cas, faut faire. interrogez-le, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, si à chaque fois qu'il y a un problème, on met du processus, ça va être compliqué ensuite à gérer, hein, ça va être ingérable et surtout, ça va pas être robuste. Hein, et là, on a tendance à chaque fois à rajouter parce qu'en fait, on n'aime pas enlever. Hein, mais effectivement, comme tu dis, en fait, la première chose à faire, c'est d'interroger, hein, et parfois de changer de paradigme parce que parfois, c'est le paradigme qui est pas bon. On peut réajouter processus au processus au processus. On est super forts, les Français, pour ça. Hein. Mais au bout du bout, le paradigme est toujours mauvais, hein. Donc on aura beau mettre des béquilles, des machins, des trucs, ça va pas être plus performant, enfin ça, en plus ça va pas être performant et ça va être encore moins robuste en tout cas. Voilà. Ça va être Mais hyper n'empêche difficile. que vous pourrez vous coucher le soir et avoir votre petit salaire à la fin du mois parce que vous aurez fait les choses exactement comme la littérature dira qu'il faut le faire. Mais si vous êtes chef d'entreprise ou si vous voulez juste du bon sens dans vos équipes, bah, c'est pas ça du tout qu'il faut faire, effectivement. Allez, on va passer à la dernière partie. Du coup, la robustesse pour un manager, hein, on en a largement parlé, mais allons directement aux tips pour développer la robustesse. Hein, ça serait quoi les tips pour... je suis manager moi aujourd'hui, j'écoute ce super podcast avec Martine et Sébastien et du coup, j'ai envie de développer ma robustesse. Hein, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais avec mes équipes? Tu peux peut-être Alors, commencer? ouais, quand même, le petit point d'avertissement il faut que j'amène, c'est parce que, euh, en fait, tes équipes, elles sont pas au même niveau d'information que toi par rapport à ces histoires de robustesse, performance, etc. Et que changer ton style de management sans que les gens aient compris pourquoi tu changes ton style de management, bah ça, c'est courir à sa perte, en fait. Bien sûr. Et typiquement, bah moi, j'ai vu hein, quelque part, je pense très honnêtement que je pense que ça s'est entendu dans le podcast, qu'à un moment donné, il faut pas vraiment se fixer exactement un chemin, mais quelque part une semblante direction, etc. Sauf que bah, les gens ne sont pas rassurés Hmm. et m'ont souvent dit, mais où est-ce qu'on va? C'est quoi notre stratégie? Voilà, mais c'est parce que moi, je suis Dieu sur Terre, je sais ce qui va arriver dans les quelques prochaines années parce que je suis CEO que je peux te dire ça. Tu vois, c'est pas bon. Je peux pas, mais d'un autre côté, les gens attendent aussi un peu ça. Donc, il y a toute une culture à amener. Donc, en premier lieu, s'il vous plaît, amener la culture, Ouais. amener tout ça vraiment tranquillement. Et comment amener la culture? C'est qu'on voit que le changement a lieu à la marge. Olivier Hamon Hmm. aussi parle souvent des oiseaux qui volent en groupe et puis tous les oiseaux ils tournent exactement au même moment, etc. Ça, c'est pas les gens du centre qui arrivent à faire tourner tout le groupe, mais c'est les gens de la marge en fait. Ouais. Donc, quelque part, si vous voulez, commencez à amener des gens qui sont un peu de la marge, qui se sont un peu déconstruits dans vos équipes, ou peut-être que dans vos équipes, il y a des gens qui sont un peu déjà déconstruits et qui n'osent pas vraiment le dire. Mais en tout cas, basez-vous sur ces gens-là et déjà construisez votre équipe pour elle puisse tourner un petit peu. Je pense que ça, c'est le premier des conseils, en tout cas. Je sais Oui, pas ben si c'est en tu fait peux- un changement de culture. Un changement de culture, ça se fait doucement avec certaines personnes qui vont tirer et ça se fait aussi pas à pas. Ça, c'est important et c'est important aussi que ça soit accompagné. Hein, on ne peut pas changer du jour au lendemain, comme tu dis. Hein, et c'est vrai que de toute façon, donner le sens déjà est hyper important. Le sens, c'est pas une étoile, c'est une constellation d'étoiles. Hein, chacun y trouvera ensuite son étoile. Ça sera peut-être pour un autre podcast. Exactement. Et puis l'étoile du berger qui est la plus brillante n'est pas la plus grande, en tout cas, la plus grosse. Oui.
Et même pas une étoile. Absolument. Bon, en tout cas, si on veut favoriser ça, hein, parce qu'on peut peut-être aussi construire aussi un écosystème dans lequel en fait on puisse aller développer en fait ce système de robustesse. Peut-être un deuxième point, c'est peut-être justement de favoriser la diversité dans l'équipe. Hein, parce qu'on est Absolument. Ouais, si c'est ce on que est j'ai tous voulu les dire. mêmes. Oui, Mm. oui. Si on est tous les mêmes, eh ben, en fait, j'en connais plein, hein, des boîtes où on se dit, ben, on est tous les mêmes, on se ressemble, comme ça, on a un fonctionnement hyper fluide. Si on est tous les mêmes, ça va être hyper compliqué, en fait, d'être robuste. Hein, plus on est diverses, plus on a des points de vue divers, plus on ouvre la parole hein, à ces points de vue divers, plus en fait on sera robuste, clairement. Oui, oui, c'est tellement vrai. Et la diversité, il faut la regarder dans tous les axes. Diversité et de genre, diversité de culture, diversité d'études, Dash. enfin, voilà, toutes les Ouais. diversités possibles, encore une fois. Je pense que c'est extrêmement important. Mais de l'autre côté, si tu prends une femme pour lui demander de se comporter comme un homme, en fait, ça sert à rien, en fait. D'accord. C'est Donc, ça. la diversité ne doit pas être une excuse, elle doit être un moteur. En fait, J'ai trop souvent vu, moi, l'inclusivité, la diversité, en fait, comme étant une excuse que je fais toujours très attention. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la parité homme-femme, mais si les femmes, elles sont bien que si elles se comportent comme des hommes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il faut la diversité, mais il faut aussi l'accepter. Et c'est ben, la culture, je pense, c'est la culture de la diversité. La culture de voilà, la c'est ça, diversité, c'est exactement. vraiment ça. C'est en fait être ouvert. Et c'est beaucoup plus large que homme, femme, machin, etc. C'est juste être ouvert à la différence. Hein, c'est-à-dire que, et être ouvert au fait que la différence donne de la richesse. Ça veut dire être prêt à à challenger son système de croyance aussi. Absolument. Et je pense que ça, c'est clé. C'est que bah, finalement, amener de la diversité, si toi, tu te remets pas en cause et Oui. si tu n'acceptes pas que les gens aient une pensée différente de la tienne, t'amènes pas de diversité, en fait. Mm. T'amènes encore plus de problèmes à ton image et à ton contexte. Donc, voilà. Amener de la diversité, ça veut aussi dire amener des opinions et des vues différentes et accepter ces opinions Oui. et Oui. ces vues différentes. Et franchement, crois-moi, c'est deux étapes qui sont vraiment complémentaires. Tout à fait, tout à fait. Et donc, dans la culture aussi différente, il y a cette culture de test and learn. Hein, et comme tu disais, c'est aussi une culture. C'est-à-dire qu'on peut dire, allez-y, venez, et vous avez le droit de vous planter, ou vous pouvez tout dire, et que quand quelqu'un arrive et dit quelque chose qui n'est pas en conformité, et que tout le monde le regarde de travers, ou se moque de lui, même à l'intérieur de soi, ou s'il se fait taper sur les doigts par son manager, eh ben, on n'aura jamais une culture de test and learn. Hein, donc, à nouveau, c'est pareil, c'est regarder, c'est changer la vision du monde hein, et regarder vraiment l'erreur différente, de façon différente. Exactement. Alors, je continue dans les tips, Ouais, c'est amener beaucoup d'interactions. ouais. Ce que Olivier Hamon montre, c'est que les systèmes qui fonctionnent bien sont des systèmes qui interagissent entre eux de manière symbiotique. Ouais. Et ça, c'est immensément important parce que dans un monde qui va fluctuer, c'est l'agrégation des forces qui va réussir à passer ce cap. Euh, et c'est pas l'accumulation. Donc, c'est vraiment le fait de travailler ensemble qui va Mm. arriver. Donc, multiplier les interactions, multiplier chaque fois que vous pouvez avoir des choses en commun avec les différentes équipes, parmi les membres de l'équipe, parmi les autres sociétés, Mm. parmi les autres groupes de votre société si vous êtes manager. Ben, essayez de multiplier ça comme vous le pouvez, prenez tout. Même si vous avez pensé que c'est une journée qui est foutue, qui sert à rien, etc. Mais on l'a dit, la culture de la robustesse, c'est pas la Ouais. performance. Donc de temps en temps, il y a des journées qui, tu sais pas pourquoi, sur le coup, ça sert à rien, mais qui, quand tu auras un souci, bah, tu seras bien content. Ouais.
d'avoir quelqu'un dans le service, je sais pas quoi, qui va t'aider pour, alors allez, je vais en parler à IT pour te créer un filtre sur son, je sais pas quoi, ou, tout Ouais. ça, c'est immensément important. Donc, multiplier les relations, multiplier toutes les interactions, mais une interaction dans laquelle il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est pas ça une interaction. Une interaction, c'est un échange dans lequel ben, on donne et on reçoit et on accepte de donner, parce que ça, c'est pas forcément évident Et de pour tout recevoir. le monde, et on accepte de recevoir. Et ça, parler du monde genré, c'est peut-être encore plus compliqué pour les femmes, Ouais. peut-être que pour les hommes, mais c'est immensément important. En Ouais. tout cas. Et ça, bon, en fait, ce que tu dis, ça augmente en plus la coopération, hein, qui augmente aussi la robustesse, hein. Mais Allez, imaginez, allez, vous êtes à Lyon, Lyon est coupé du monde parce qu'il y a eu je sais pas quoi, des éboulements ou je sais pas quoi, les Alpes sont tombées il y a 4 jours. Quelque part, vous allez vous en sortir que si vous coopérez, en fait. ouais, Il y a clairement. que comme ça que ça peut marcher. Et aujourd'hui, le monde est en train de s'écrouler quelque part. Et donc, il faut qu'on apprenne à coopérer ensemble pour aller dans une même direction, ce qu'on ne connaît pas forcément encore tout de suite, mais on va y aller ensemble. Et ça c'est immensément important. Et ça, c'est de la culture. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on amène à son entreprise quand on est responsable d'entreprise, à son équipe quand on est manager. À soi. C'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué pour un manager qui est souvent pris en sandwich Mhm. entre son responsable et puis les gens qui l'encadrent. Si on ne le fait pas, quelque part, au prochain orage, bah, il va y avoir un vrai souci, en tout cas. Hmm, hmm. Allez, on va pas se faire des copains, mais tips suivant, c'est penser redondance. C'est-à-dire qu'on est à un moment, à une époque où en fait on supprime tout le gras. Hein, d'ailleurs, c'est intéressant parce que à titre personnel aussi, on a toujours dit le gras c'est pas bon. D'accord. Or, le gras c'est bon. Il faut un minimum de gras pour qu'on puisse fonctionner. Voilà, alors peut-être pour les gens qui nous écoutent, il y a une petite personnel joke entre nous, parce que moi, je ne mange plus de sucre, mais j'ai une alimentation cétogène où je mange toute mon énergie vient du gras. Donc je mange une tablette de beurre par jour, et je suis pas forcément très gros. Oui, oui, absolument. On reprend. Il faut que notre corps fonctionne à 37 degrés, en fait. C'est Il ça. faut que nos industries fonctionnent à 37 degrés. Il faut que nos équipes, notre société fonctionne à 37 degrés parce que, il va y avoir une tempête, il va y avoir de l'eau qui va tomber comme avalanche. Il va y avoir une coupure parce qu'en Allemagne, il y a un petit coup de froid. Ben, en Espagne, il n'y a plus d'électricité pendant 12 heures. Ça va exister. Donc, si on met pas de la redondance, on court à notre perte quelque part. On ne peut pas être un bon dirigeant d'entreprise, un bon manager, en sachant que quelque part, on va aller à notre perte. Ouais, c'est Voilà. ça. Et quand moi je vois des chefs d'entreprise aller, bon, je ne vais pas les citer, mais qui veulent tout optimiser, qui enlèvent tout le gras, qui Ouais. enlèvent tout ce qui va bien, mais ils amènent leurs employés à l'abattoir. C'est exactement ça. Et à la fin, il faudra les mettre en justice parce qu'ils l'auront fait sciemment. Et donc, Hmm. oui, quelque part, tu pourrais peut-être aller plus vite à court terme si tu enlèves un certain nombre de choses, mais sache que tu mets en cause ton moyen ou ton long terme en voulant aller en privilégiant le court terme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est que d'être payé par des financiers, etc. Hmm. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, la redondance dans vos sociétés, dans les produits que vous faites, dans le, je reprends, moi je suis très IT,
dans l'IT que vous avez. Il faut absolument de la redondance, sinon Hmm. ça ne peut pas fonctionner en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, pensez redondance. Et le dernier tip, ce que moi Et je... pardon, Ouais, Martine, ouais, vas-y. mais il y a la redondance, elle s'applique aussi à soi-même en Ah fait. bah oui, tout à fait. C'est la part Et, d'inutiliser, hein. C'est ça qui nous permet le temps de réaction. et voilà, enfin, c'est ce que je veux dire, Ouais, c'est que moi je vois trop souvent de chefs d'entreprise qui sont des héros, qui meurent pour leur société, ouais, etc., et qui n'acceptent pas que leur société vive sans eux. ouais, ouais, On est des moments de fête des mères, fête des pères, ouais, mais voilà, nos enfants doivent vivre sans nous. C'est ouais. ça la loi de la nature. C'est ainsi, et nos sociétés doivent vivre sans nous. Donc la redondance, elle commence par nous-mêmes, en tout cas. Mhm. Oui, puis elle s'applique à nous-mêmes aussi, je disais, aussi dans notre emploi du temps. Et ça, je vois trop de managers, de top managers et de dirigeants qui n'ont pas de redondance dans leur emploi du temps. C'est tout au cours, c'est tout au chausse-pied. L'agenda est au chausse-pied. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Ces Donc, managers-là, ben, ils partent pour un marathon en sprintant. oui, c'est Pour ça, s'assurer qu'ils vont exactement. arriver au bout des 42 km. On a déjà essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça m'est déjà arrivé, je suis pas allée très loin. Allez, et je dirais dernier tips, enfin on en pourrait rester longtemps, mais pour moi c'est vraiment gérer l'énergie, hein, penser à gérer l'énergie plutôt que le temps. Hein, c'est-à-dire que comme tu dis, on doit faire un marathon, comment je gère l'énergie? Comment je gère cette énergie justement pour tenir dans le temps? Hein, comment je mets des moments de respiration, comment je peux ralentir à certains moments, comment je mets des temps où on va se poser des questions, où on va prendre du recul, on va pouvoir parler, comment je mets des temps de respiration, de silence dans mes équipes. Je t'entends plus? J'ai respecté un moment de silence, tu vois. Euh, je, je, je buvais tellement tes paroles que bah, j'ai fait en sorte que les gens comprennent que, tu vois, bon, voilà, un petit peu de provocation, pardon, mais c'est pour montrer que souvent ça gêne, Mm, alors que c'est ça qui est mm, réparateur et c'est ça mm, qui amène de la plus-value et qui fait avancer l'équipe en fait. Donc effectivement, ben, cette culture du slow quelque chose, du slow work, c'est quelque chose d'immensément important, mais il faut aussi bien que bah, les gens qui nous écoutent se l'appliquent en premier lieu pour eux, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué. Surtout ben, le middle management dans lequel je reprends, pris entre plusieurs feux. Moi, j'ai plutôt une vue chef d'entreprise, mais dans ce cas-là, on a aussi de la pression des financiers, de payer les payes à la fin du mois, de faire en sorte que tout le monde aille bien, etc. Et c'est très compliqué de trouver un petit peu de temps, de s'arrêter, de souffler bah, finalement de rien faire pendant son temps de travail et de justifier ça en mm, fait. Euh, mm. voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très compris en tout cas, mais qu'on on se le doit à soi-même. Donc le tips peut-être, c'est que si vous n'arrivez pas à le faire la semaine, bah, faites-le le week-end, coupez pour de vrai, ou faites-le un soir, coupez pour de vrai, alors je connais quelqu'un qui est allé en Ardèche, un endroit où il n'y avait pas de couverture réseau 4G, etc. Coupez, donnez-vous ce temps-là et tout ira bien en tout cas. C'est clair. Mais écoute, c'est peut-être sur ce point qu'on va se quitter. Donc, hein, en disant effectivement que la performance, l'optimisation, hein, ça nous a poussé à aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. Hein, et que justement, c'est peut-être en ralentissant, hein, en mettant du silence en nous, hein, et dans nos organisations, qu'on va aller Absolument, c'est une très très plus bonne loin de conclusion, façon Martine. durable. Allez, c'était Sébastien Semarque et Martine Chaillet, hein, dans Développe ton zeste. Un grand merci à toi, Sébastien, et je vous mettrai bien sûr les coordonnées de Sébastien si vous souhaitez le joindre.
hein. Et quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Développement Zest. Merci Sébastien. Merci beaucoup, Martine. Et ben, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les transmettre, hein. Comme on a vu dans cet épisode, l'interaction, c'est ce qui fait grandir. Donc, plus j'ai d'interaction, plus je suis content. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci à toi Merci. Sébastien. Au revoir. Au revoir.